Bonjour, bon après-midi, bonne soirée, où que vous soyez, et bienvenue sur cette session de webinaire TechNet OMS sur l'immunisation des adultes. Vous pouvez écouter cette session en anglais, en français et en espagnol. Pour ce faire, veuillez cliquer sur l'icône globe qui se trouve en bas de la fenêtre Zoom et sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez écouter la session. À présent, laissez-moi répéter en français pour notre audience francophone. Si vous avez besoin de poser des questions à tout moment, vous pouvez utiliser la case questions et réponses. Vous pouvez poser vos questions à tout moment et nos présentateurs y répondront lors de la question questions et réponses à la fin de la session. Enfin, cette session est enregistrée et comme d'habitude, nous allons partager avec vous les liens vers les vidéos ainsi que les diapositives par email. J'espère que vous allez apprécier cette session et je vais donner la parole à Alba. Alba, la parole est à vous. Merci beaucoup, Alex. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Bon après-midi, bon matin, bonsoir. Je m'appelle Alba Villagelou. Je travaille au niveau de l'immunisation et des vaccins au siège de l'OMS. Nous voudrions vous accueillir au deuxième webinaire sur l'immunisation. Ce webinaire fait partie d'une série lancée dans le cadre des bonnes pratiques sur l'immunisation que nous avons lancée avec la plateforme TechNet 21 qui est gérée par l'OMS. Ce comité de bonne pratique veut favoriser la collaboration, le partage de connaissances et les conversations avec les experts mondiaux et les praticiens dans divers pays, sur différentes régions, pour faire avancer les efforts en immunisation pour les vaccins existants, également pour les vaccins qui vont arriver dans la pipeline dans les années à venir. N'êtes pas encore membre, nous voudrions vous suggérer de vous inscrire sur Technique 21 et de rejoindre le comité de pratique de l'évaluation des adultes. Nous partagerons les liens pertinents dans le chat du webinaire. Maintenant que j'ai dit ça, je vais vous parler de l'ordre du jour d'aujourd'hui et de ce qu'on veut couvrir. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est quelques remarques d'ouverture par le docteur Alan Strand, qui fait partie de l'unité de couverture d'immunisation dans le département IVB au siège de l'OMS. Ensuite, nous allons faire un sondage rapide, poser quelques questions et donner une vue d'ensemble du travail qui se déroule sur les calendriers d'immunisation nationale en se concentrant sur les vaccins adultes. Ensuite, nous aurons une présentation sur les meilleures pratiques en Argentine, suivie d'une conférence sur les bonnes pratiques au Ghana. Et enfin, des données sur la demande au niveau des vaccins contre la COVID-19. Enfin, nous allons faire une session de questions et réponses et des remarques de fermeture. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Anne Sand pour ses remarques d'ouverture. Merci à vous. Merci Alba. Et bon après-midi, bonne matinée, collègues et amis autour du monde. Il y a 50 ans, plus ou moins, en 1974, c'était une année pivotale pour l'immunisation quand l'OMS a fondé le programme étendu d'immunisation, l'EPI, avec ses États membres lors d'une assemblée. Et il y a eu 144 millions de vies qui ont été sauvées depuis, ce qui contribue à près de 40% de diminution dans la mortalité des petits-enfants grâce au vaccin. Le nombre de vaccins qui évitent les maladies évitables s'est bien sûr étendu depuis. Et il y en avait 7 en 1974 qui ciblaient principalement la petite enfance, à plus de 30 en 2024 pour tous les âges, y compris les adultes. Et le portefeuille de vaccins va continuer à s'étendre sur le court et moyen terme. On parle également des vaccins pour les personnes âgées et pour les mères. C'est des vaccins qui sont utilisés de plus en plus dans divers pays. Le nouveau vaccin contre la tuberculose pour les enfants, les adolescents, on espère qu'il sera sur le marché d'ici un an ou deux. Et ça va vraiment changer la donne au niveau de la santé mondiale. L'agenda d'immunisation 2030 envisionne un monde où tout le monde, à tout moment et à tout âge, peut bénéficier pleinement des vaccins
pour être en bonne santé et pour son bien-être. Donc, l'immunisation des adultes contribue à cela, maximiser la santé des individus sur toute la durée de leur vie. Nous vivons dans un monde avec une population qui vieillit. Pour la première fois, il y a plus de gens qui ont plus de 65 ans que d'enfants de moins de 5 ans. Et d'ici à 2030, à la fin de l'agenda 2030, presque 1 milliard de personnes auront plus de 65 ans. Alors la prévention deviendra très utile. Et alors que le portefeuille de vaccins possibles se développe, nous devons préparer les programmes afin de mettre en œuvre des programmes de vaccination pour les adultes et faire que ce soit une norme sociale de se vacciner à n'importe quel âge. Les plateformes de vaccination des adultes offrent des opportunités de contact pour promouvoir des synergies entre les opérations d'immunisation et les soins essentiels, les informations de santé essentielles. Avant la COVID-19, avant la pandémie, la perception publique des vaccins était généralement associée avec la prévention des maladies et de la mortalité chez les petits-enfants et dans l'enfance, et les programmes d'immunisation, en particulier dans les pays aux revenus les moins élevés, visaient souvent les enfants et les femmes en âge d'avoir des enfants. Donc, le vaccin contre la COVID-19 a été l'introduction la plus rapide qui a eu le plus de succès de tous les vaccins dans l'histoire. 99% des pays dans le monde ont introduit un vaccin contre la COVID-19 sous 1 an ou 1 an et demi, et plus de 30,6 milliards de doses ont été administrées, principalement à des adultes, donc 89% des travailleurs de la santé et des adultes plus âgés. Et cette dynamique de vaccination, ça fait que beaucoup de pays ont mis en œuvre des différentes politiques, des différentes attitudes. Et il y a eu beaucoup d'expériences qui a été gagnée dans la vaccination des adultes. Cependant, dans beaucoup de pays, euh, il y a des lacunes car il n'y a pas de plateforme puissante qui puisse être utilisée pour la vaccination des adultes. Alors, avec cette série de webinaires, et la communauté de pratique TechNet de l'OMS sur l'immunisation, nous voulons fournir une plateforme pour échanger les expériences entre les pays, comme aujourd'hui avec le Ghana et l'Argentine. Très curieuse d'entendre vos expériences et d'en savoir plus sur vos connaissances dans ce domaine, sur diverses régions, et également pour les nouveaux vaccins qui touchent les adultes, qui sont dans la pipeline, et qui va contribuer à une vision commune pour la vaccination dans le futur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne, pour avoir ouvert ce webinaire. Je vais maintenant passer la parole à Dr Victor Vega, qui va faire un sondage rapide avant de commencer sa présentation. À vous, Victor. Merci, Alba. Alors maintenant, je vais montrer la première question de ce sondage et je vais vous donner 2 minutes pour participer. Je vois déjà quelques réponses, c'est bien. Donc là, la question, est-ce que votre pays ou le pays pour lequel vous travaillez inclut les adultes dans le calendrier d'immunisation nationale? Les options sont oui, non ou pas sûr. Alors, nous avons plus presque 60% de participation. Donc maintenant, je vais montrer les résultats. Non, dites-moi si vous voyez les résultats. Oui. Donc, on peut voir que 78% de
45 participants disent que leur pays inclut les adultes, 16% disent que non et 7% disent qu'ils ne sont pas sûrs. Donc maintenant, on va passer à la question suivante. Question 2. Je crois que la question doit être projetée. Maintenant, je crois qu'il y a eu un problème avec la question. Donc oui, maintenant, vous devriez voir la question. Oui, c'est la bonne question. Donc, c'est si besoin, quelle source utilisez-vous pour consulter le calendrier d'immunisation nationale de votre pays ou du pays dans lequel vous travaillez? Donc, le site officiel du gouvernement, un fournisseur de soins de santé, des réseaux sociaux ou vous ne savez pas. Donc, maintenant, on va attendre. Alors, sur 42 participants, on voit que 79% consultent le site officiel du gouvernement, 12% un fournisseur de soins de santé, 7% les réseaux sociaux et 2% ne savent pas. Donc avec ces résultats, maintenant je vais passer à la présentation. Donc l'idée de cette présentation, c'était de me présenter une vue d'ensemble du contexte de calendrier immunisation nationale qui se concentre sur l'immunisation des adultes. Donc diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, l'idée, c'est de faire une cartographie des calendriers d'immunisation nationale pour identifier ceux qui incluent les vaccins des adultes, avec le but d'identifier le statut actuel de l'immunisation des adultes dans le monde entier en décembre 2024. On voudrait que vous sachiez que c'est un projet est un travail en cours et nous apprécierions fortement votre collaboration. Donc maintenant, je vais présenter la méthodologie que nous avons utilisée. Donc, nous voulions trouver les ressources disponibles publiquement de 194 États membres de l'OMS. Donc, les sources étaient les sites officiels, donc le ministère de la Santé, le Centre national pour le contrôle des maladies ou l'Agence nationale de la santé, qui établissent les politiques de vaccination. Nous avons regardé également des documents qui expliquent les calendriers de vaccination, comme la cartographie de vaccination, l'outil de calendrier de vaccination ou le projet de connaissance des vaccins du l'Oxford Vaccine Group. Donc, une fois que nous avons revu ces sources et identifié le calendrier national d'immunisation, nous avons extrait des données, donc des données donc l'URL de la source, l'année de publication, le format, qui peut être un tableau, un infographique ou un document, et enfin si ça inclut ou non les adultes dans le cadre du calendrier d'immunisation nationale. Avec cette information, nous avons développé une carte interactive que vous allez voir en ligne. Est-ce que vous pouvez aller à la diapositive suivante, s'il vous plaît? Donc, avant de vous montrer cette carte interactive, je voudrais vous présenter ce que nous avons trouvé. Donc, nous avons trouvé des ressources de 92 États membres, donc 47% des États membres. Ce qu'on peut voir avec ce graphique initial, c'est le pourcentage de calendrier d'immunisation que nous avons trouvé par région de l'OMS. Je voudrais mentionner une fois de plus que c'est un travail en cours. Donc, nous n'avons trouvé que 15% de calendrier d'immunisation pour la région Afro, 47% pour la région Paro, 62% pour la région Emro, 72% pour la région Euro, 55% pour la région Céro et 30% pour la région WPRO.
Et donc, au niveau de ces calendriers d'immunisation, nous avons identifié que 61% incluaient les adultes. Et nous avons vu quelques différences selon la région OMS. Et nous avons vu qu'en commençant de Afran, presque 50% incluaient les adultes. La région Paro, presque tous les calendriers d'immunisation incluent les adultes. Le pourcentage le plus faible était la région MRO. Et la région Euro, plus de la moitié des programmes. Et pour la région CRO, c'était presque 25%, entre 25 et 30% qui incluent les calendriers d'immunisation pour les adultes. Et donc, maintenant, je vais vous présenter la carte interactive que nous avons développée. Et je vais partager mon écran. Et maintenant, vous pouvez voir une carte. Donc, c'est une carte qui combine toutes les ressources que nous avons trouvées sur l'immunisation nationale, les calendriers d'immunisation nationale. Et donc, on a regardé si ça incluait seulement les enfants ou si ça inclut les enfants et les adultes combinés, ou si les ressources sont présentées de façon séparée pour les enfants et les adultes. Celle en gris, c'est là où on n'a pas retrouvé d'informations. Donc, l'idée de cette carte interactive, c'est qu'une fois qu'elle est disponible, vous pouvez cliquer sur un pays pour récupérer des informations sur le calendrier d'immunisation. Par exemple, regardons l'Australie. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez cliquer sur le pays et qu'il va y avoir une fenêtre pop-up qui vous montre les informations sur le calendrier d'immunisation. Donc là, dans ce cas, pour l'Australie, les ressources qu'on a trouvées incluent les enfants et les adultes combinés dans un tableau. Là, vous pouvez voir deux liens qui peuvent être utilisés pour accéder aux ressources qui proviennent. Vous pouvez voir là, par exemple, du département de la santé et du gouvernement australien. Vous avez là un lien sur le calendrier d'immunisation nationale. Et si vous cliquez sur l'autre lien, vous avez la ressource même. Donc, vous pouvez voir la tableau qui vous montre les différents vaccins, le calendrier de vaccination pour différents groupes d'âge, pour l'enfance, l'adolescence. Je peux vous montrer un autre exemple, hein. Par exemple, le Pakistan. Donc, une fois de plus, dans ce cas, pour le Pakistan, il y a un calendrier d'immunisation qui inclut les enfants et qui inclut les adultes. C'est une ressource infographique et vous pouvez voir si vous cliquez sur le lien. Une fois que c'est chargé, vous pouvez voir le site officiel, par exemple, donc là, du gouvernement du Pakistan. Vous pouvez voir les ressources que nous avons trouvées ici. C'est juste pour les enfants. Donc, ayant dit cela, l'idée de cette carte, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de pays qui doivent être complétés. Donc, je pense que je vais peut-être arrêter là. Vous pourrez partager la dernière diapositive plus tard. L'idée, c'est que si vous avez identifié le fait que votre pays n'est pas représenté ici et que vous savez qu'il y a un calendrier, une ressource qui est disponible, vous pouvez nous le faire savoir et s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter. Parce qu'ici, vous pouvez trouver l'email pour Alba et pour moi vous pouvez également rejoindre la communauté de pratique
Donc, c'est ce sur quoi nous allons travailler pour faire cartographier donc les calendriers d'immunisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Victor. Et une fois de plus, je voudrais réitérer que c'est un travail en cours et nous voulons que ce soit un effort partagé. Ce n'est pas encore disponible publiquement. Victor vous l'a montré, mais comme nous voulons le compléter autant que possible, ça inclut des informations de 92 pays, mais nous aimerions qu'avec votre aide à tous, nous allons pouvoir compléter et augmenter le nombre de pays disponibles. Et ensuite, nous allons publier, le rendre disponible dans le cadre de la communauté de pratique de TechNet. Donc, si vous avez des commentaires ou des réactions, je vois que certains d'entre vous ont déjà commencé à réagir dans le chat. Si c'est une question spécifique, je vous suggère d'utiliser la boîte de commentaires, questions et réponses. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le chat. Sur ce, passons à une expérience pays. Euh, j'ai le plaisir de vous présenter Dr Galibriela Alberg, qui travaille pour le contrôle des maladies évitables en Argentine. Il avait présenté l'expérience de l'Argentine sur l'immunisation des adultes et les programmes d'immunisation qui incluent également les adultes. Et elle va se concentrer en particulier sur le vaccin contre la grippe et également sur l'introduction récente de vaccins qui sont pour les femmes enceintes. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Elle va présenter en espagnol, donc si vous avez besoin d'une traduction, Alex a fourni des lignes directives. Sinon, vous pouvez mettre ça dans le chat et Alex vous aidera. Et merci beaucoup à vous, Dr Albert. Bonjour, bon après-midi, bonne soirée. Euh, Je travaille pour le ministère de la Santé en Argentine et nous voulons partager avec vous l'expérience de l'Argentine dans le développement de l'immunisation pour les adultes. Le cas de l'Argentine a beaucoup changé, s'est beaucoup développé au cours des années passées. Nous sommes passés de vaccins principalement pour les enfants et la petite enfance, à inclure de nouveaux antigènes et maintenant nous incluons des vaccins pour tous les âges au fil des années et de nos jours, nous avons 20 antigènes. Ce processus, l'utilisation de vaccins, nous permet de cibler des problématiques et nous respectons des recommandations nationales. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Le calendrier de vaccination est complexe, inclut toutes les étapes de la vie et c'est important de mettre en valeur le fait que les vaccins en Argentine sont gratuits et obligatoires. L'État les achète et ils sont disponibles gratuitement pour la population en entier. Ici, je voulais vous montrer certains infographiques qui sont disponibles sur la page web du ministère. Là, vous pouvez voir les âges, vous pouvez voir les vaccins. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on parvient à tous ces changements? Comment est-ce qu'on continue avec ce processus? L'idée d'inclure de nouveaux vaccins ou de changer le calendrier. Euh, on commence avec le point de situation du pays. Là où nous considérons les priorités politiques, nous analysons les évidences, les données, la charge, la disponibilité de vaccins de qualité en doses suffisantes. Nous combinons toutes les stratégies disponibles, nous évaluons les coûts et ensuite nous parlons avec le groupe de travail. Le groupe de travail a deux coordinateurs, un de la direction des maladies évitables et également l'autre de la coordination de l'immunisation. Donc, cette organisation, la CONAIN,
prend une décision et sort des recommandations, mais qui ne sont pas obligatoires. Ça, c'est externe par rapport au ministère de la Santé. Donc, le ministère peut les mettre en œuvre ou non, ou peut-être les mettre en œuvre dans le futur, mais Conaine donne seulement des recommandations et une fois que le ministère décide des vaccins, l'État les achète et les distribue dans toutes les provinces du pays. Les vaccins sont effectués par la juridiction de chacune des provinces et partagés avec le ministère de la Santé et avec la COFESA, le Conseil national de la santé, où des ministres des 24 juridictions sont représentés. La loi 27 491 est sur la prévention des maladies grâce à la vaccination et il y a beaucoup d'informations sur les vaccins. Cette loi dit que les vaccins sont dans l'intérêt national et cette stratégie est préventive et très efficace et dit que c'est pour le bien social et que ça devrait être gratuit, libre d'accès pour les citoyens. Ça dit également que la santé mondiale est plus importante que les intérêts personnels. À présent, nous allons spécifiquement regarder les vaccins des adultes, ce qu'on appelle les vaccins adultes. Donc, ici, vous pouvez voir des informations sur les vaccinations des femmes enceintes. Donc, si vous vous souvenez, il y avait eu une pandémie de H1N1 et il y a eu un fort impact sur la mortalité des femmes enceintes, un fort impact en 2010. Et une fois que nous avons eu le vaccin, pour la première fois, nous avons décidé de, de faire une campagne anti-grippe et pour la première fois en 2011, ce vaccin a été inclus dans le calendrier, ce qui veut dire que c'était disponible gratuitement pour toutes les femmes enceintes. Donc à partir de ce moment, toutes les femmes enceintes ont reçu des vaccins contre la grippe à n'importe quel moment de la grossesse. En 2012-2013, les vaccins de nouveaux vaccins ont été inclus pour toutes les femmes enceintes, hein, le vaccin contre la coqueluche. Cette décision a été prise parce qu'il y a eu une forte augmentation de la mortalité à cause de la coqueluche chez les femmes enceintes et chez les enfants qui étaient allaités. C'est pourquoi il a été décidé de continuer à vacciner contre la coqueluche. Donc, nous avons vu une diminution de 80% des décès des nourrissons grâce à ces vaccins. Et en 2012, ça a été recommandé et en 2013 que ça a été mis en œuvre, qu'il fallait vacciner contre le HPV et l'être enceinte, c'est un bon moment pour tester. À présent, ce vaccin est disponible si les femmes enceintes en ont besoin. Comme vous le savez également, la pandémie de COVID-19, nous avons dû élaborer une stratégie quand nous avons vu l'impact de la COVID-19 chez les femmes enceintes. Nous avons décidé de vacciner toutes les femmes enceintes et ça continue encore maintenant. Et enfin, nous avons une dernière introduction contre le virus respiratoire syncytial. Et nous vaccinons les femmes enceintes entre 32 et 36,6 semaines de gestation. L'Argentine est un des premiers pays au monde et le premier en Amérique latine à introduire cette stratégie. Donc maintenant, juste en se concentrant sur la vaccination des adultes en général, je voudrais mentionner pour les groupes d'adultes que
vaccins sont disponibles par le calendrier de vaccins du pays. Tous ces vaccins sont disponibles gratuitement. Chaque consultation est une opportunité de vérifier le calendrier de vaccination et de les faire. Tous les adultes doivent avoir reçu 2 doses d'été. Et s'ils n'ont pas ce vaccin ou s'ils n'y ont pas bien réagi tous les 10 ans, ils ont le vaccin anti-tétanos. Il y a aussi le vaccin universel contre l'hépatite B. À part ces vaccins, il y a le vaccin contre la grippe et quelques autres qu'on peut voir selon les activités menées par les professionnels de la santé. Par exemple, pour les personnes dans les laboratoires microbiologiques, ils recevraient les vaccins d'été. Pour les groupes à risque, ça dépend du risque, mais nous avons le vaccin contre la grippe, contre les pneumocoques, dans certains groupes, par exemple. On peut vacciner contre la grippe ou contre la DT, P, contre le vaccin contre l'hépatite. Pour les plus de 65 ans, nous avons le vaccin tous les ans contre l'antipneumococcal. À part ces vaccins qui sont déjà trouvés dans le calendrier, nous avons des recommandations de vaccination contre la COVID-19 et lors d'une des dernières réunions sur l'immunisation, il a été décidé de recommander au ministère de la Santé que ces vaccins soient inclus dans le calendrier de vaccination nationale. Pour l'instant, ce n'est pas inclus. L'indication est d'à partir de 6 mois et tous les 6 mois ou tous les ans selon le groupe d'âge. En ce qui concerne le vaccin contre la grippe, comme nous l'avons mentionné, l'objectif de la vaccination était d'éviter les complications, les hospitalisations, le coût qui sont causées par le virus de la grippe dans les populations à risque, en particulier les femmes enceintes, les gens les enfants à partir de 6 mois et les gens de plus de 64 ans, de plus de 65 ans qui sont plus sensibles. Nous pouvons voir notre expérience de vaccin contre la grippe qui a été introduit en 2012. Vous pouvez voir les barres pour le personnel de la santé. Et en bleu, vous pouvez voir l'année 2020, où nous avons toujours le vaccin contre la COVID. Et le personnel de santé demandait des vaccins contre la grippe. C'est pourquoi il y a une augmentation. Mais si vous regardez les années suivantes, par exemple en 2021, la couverture s'est réduite parce qu'il n'y a pas d'indication sur la COVID. Donc le vaccin contre la COVID est devenu une priorité. Et d'autres groupes ont été faits un peu plus tard, mais parfois il y a eu une co-administration de vaccins. Sur le suivant, vous pouvez voir les vaccinations chez des femmes enceintes. Il y a une diminution parce que nous avons un dénominateur différent maintenant en 2018. Il y a eu 60% que nous avons considéré, mais finalement, ça devait rester constant. Ça ne s'est pas vraiment passé comme vous pouvez voir sur le graphique. En ce qui concerne les personnes qui ont des facteurs de risque, on a un autre dénominateur. C'est pour ça on parle de doses. Vous pouvez voir en 2013, 2016, il y a eu une forte demande au niveau des vaccins parce qu'il y avait plus de virus ces années-là, plus de mortalité, en particulier à cause de la grippe. Et les adultes de plus de 65 ans, il faudrait mentionner que nous augmentons les doses année par année. En ce qui concerne les vaccins contre le pneumocoque, nous voulions montrer notre stratégie. Donc,
Nous avions d'abord eu plus de disponibilité, plus de données sur les vaccins. Donc, nous avons changé notre stratégie de vaccination. Au début, nous avions le PCV 13 et le PPV 23 qui étaient pour les enfants. Mais ensuite, à partir de 2024, nous avons changé pour vaccin 20 et ensuite nous avons inclus la petite enfance et les personnes à risque. En ce qui concerne la population, en ce qui concerne les problèmes respiratoires, nous avons introduit un nouveau vaccin contre ça pour essayer de réduire les décès des enfants dus à cette maladie. Nous avons terminé ça en mois d'août et nous avons réussi à obtenir une couverture très élevée. Euh, C'est les pays qui ont décidé le pays qui a décidé de le faire entre 32 et 34 et 36 semaines de gestation. L'année suivante, on a essayé de commencer un peu plus tôt pour essayer d'atteindre plus de population. À partir de 6 mois de gestation pendant la période des grippes. C'est quelque chose qui était assez alarmant. Avec ce vaccin. C'était que les enfants étaient nés prématurés. C'était pour les enfants nés prématurés. Si vous pouvez voir hein, les pourcentages. Et là, c'est le taux auquel on s'attendait pour les enfants prématurés. Donc, environ 9% des grossesses et 85% étaient sur les grossesses tardives. On voulait aussi partager, euh, c'est aussi partager cette enquête du ministère national de la Santé et de l'Administration. Donc, nous avons évalué en particulier les vaccins des adolescents et des adultes. Ce que nous avons vu, c'est quand on demande pourquoi ils se sont vaccinés, pourquoi ils ne se sont pas fait vacciner, le facteur était souvent est-ce qu'ils accèdent au vaccin ou non. Ça dépendait des indications médicales ou du manque d'indications médicales. C'est ainsi qu'on a conclu qu'il était important de travailler avec les professionnels de la santé pour les indications, travailler avec toute l'équipe médicale pour promouvoir des vaccins. Et enfin, la conclusion, à prendre en considération, c'est que l'Argentine a un calendrier vaccinal qui est sûr. Ce sont des vaccins qui sont sûrs, qui sont gratuits, qui sont fournis par le gouvernement. Et le processus de prise de décision est basé sur des données, s'adapte aux changements qui se déroulent et cela met en valeur l'engagement de tous les secteurs de la santé et des différentes sociétés scientifiques, ainsi que toutes les équipes de santé pour essayer d'avoir la couverture la plus élevée. Notre objectif, c'est de responsabiliser la population pour qu'ils exigent d'avoir des vaccins. Donc, merci beaucoup. Je suis disponible pour répondre à toutes les questions plus tard. Merci. Merci pour cette présentation. C'est très impressionnant tout ce que vous avez réussi à faire et le fait que vous ayez dit que votre programme de vaccination était dynamique et évolué. C'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en lumière pour les vaccins excitants, pour l'avenir. Il commence à y avoir des questions dans la boîte questions et réponses. Donc, je dirais, si c'est possible, si vous pouvez commencer à les adresser, vous pouvez les adresser, à y répondre en espagnol, et ensuite nous allons les traduire en anglais ou en français.
selon les besoins. Maintenant que je dis ça, nous allons passer à notre présentation suivante. Nous allons passer à une autre région. Donc, dans ce cas, nous allons passer au Ghana. Nous avons Dr Tarko Nazirou Mohamed qui travaille au Ghana pour le programme étendu d'immunisation. Il va représenter de la part du Ghana les leçons apprises sur la vaccination des adolescents et des adultes au Ghana et sur la micro-planification de la livraison des vaccins pour le vaccin contre la COVID, mais aussi comment ils ont réussi à renforcer ça pour les services de vaccination de routine. Donc, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et nous avons hâte dans notre présentation. Je ne sais pas si Dr Tanko peut nous entendre. Sinon, je vais suggérer que nous passions à notre présentateur suivant, Dr Chisova Bunate, et passer à la présentation suivante et on reviendra peut-être ensuite voir s'il y a des problèmes avec notre collègue du Ghana. Et dans ce cas, j'ai le plaisir de présenter Dr Chizoba Bonandi, qui travaille dans le centre d'accès des vaccins à l'école Johns Hopkins Bloomsburg de la santé publique. Docteur Onadi, c'est un plaisir de vous avoir ici pour présenter les résultats euh, des vaccins contre la COVID sur lesquels on travaille avec l'OMS ainsi que l'Université Johns Hopkins. Et nous pouvons connaître un peu les leçons des interventions euh, pour les autres vaccins, pour répondre aux urgences. Donc, merci, docteur Shizoba, et à vous. Merci beaucoup, Alba. Bon après-midi, bonne soirée, bonne matinée à tout le monde. C'est un plaisir d'être là. Comme Alba l'a dit, je vais parler de la revue systématique sur laquelle nous travaillons pour rassembler les données sur la génération d'activités de demande que nous avons prises de la COVID-19 et que nous pourrions mettre en œuvre à l'avenir. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Anne a fait un bon travail avec sa présentation, donc je vais être brève aussi. Juste pour dire qu'en termes de vaccination contre la COVID, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre à partir du, de la livraison pour atteindre les cibles de la COVID et comment nous avons adressé les défis. C'est le travail que nous faisons avec cette revue de littérature. Diapositive suivante. Donc pour cette revue de littérature et pour cette présentation, je vais juste me concentrer sur quelques questions que nous avons posées. Donc, quel type de stratégies de génération de demandes ont été employées et testées pour améliorer la vaccination mondiale contre la COVID-19? Cette revue couvre tous les pays dans le monde. La deuxième question que nous posons, c'est à quel point ces interventions de génération de demande ont été efficaces et quelles leçons ont été apprises. Et nous allons essayer de tirer quelques leçons pour le vaccin, pour un vaccin qui est urgent aujourd'hui, le vaccin contre la variole du singe. Donc, nos méthodes sont assez standards, hein. Nous avons commencé par un cadre de travail conceptuel. Donc, cette présentation, c'est pour considérer l'aspect de la demande dans la revue de littérature que nous avons faite. D'autres éléments incluent différents blocs de construction des systèmes de santé. On avait une approche standard du développement de stratégies de recherche. Nous avons cherché des bases de données et les types des études que nous avons inclus. Ce sont des études qui sont conçues de façon rigoureuse avant de faire des essais et des études expérimentales. Nous avions divers critères d'exclusion. Un que nous devons mentionner, un critère d'exclusion, c'était que nous voulions limiter la revue aux études
qui avaient des résultats numériques. S'il n'y avait pas de résultats numériques comme la couverture ou comme le coefficient, nous n'avons pas inclus. Notre synthèse est faite de façon narrative et nous utilisons la taxonomie Convax des interventions de communication comme un cas de travail pour notre synthèse, en plus de synthèse inductive des tests qui ont émergé. Nous avons réussi à faire ça sur la COVID-19. Diapositive suivante. Merci. Donc, pour définir, je vais commencer sur l'endroit où a été fait l'étude, ce que était la conception de l'étude, ce qu'on nous a mesuré, les types d'informations clés euh, et l'efficacité des interventions et les types des interventions. Et enfin, nous allons tirer des conclusions. Diapositive suivante. Alors, ce que nous avons vu ici, quand nous avons fait une cartographie de toutes ces études, c'était qu'une majorité des études étaient effectuées aux États-Unis. Environ 50% des études ont été effectuées aux États-Unis. Euh, 27 pays sont représentés dans cette revue. Il n'y a pas eu d'études d'Amérique du Sud. Donc, en termes de représentation des conclusions, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Diapositive suivante. Donc, en se basant sur nos critères d'inclusion, la plupart des études que nous avons inclus étaient soit sur des essais contrôlés ou, ou pré ou post-intervention. Et en termes des résultats qui ont été mesurés dans cette étude, la plupart des études ou la majorité des résultats étaient sur la couverture vaccinale. Seulement 5% ont mesuré les coefficients. Et ça montre les difficultés d'analyse quand il y a peu de documents qui rapportent sur ces coefficients. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc ici, ce que vous regardez, c'est une cartographie, un arbre de cartographie, comme ça s'appelle. Ce qu'on essaye de faire avec ça, c'est d'écrire les interventions qui ont été conçues pour informer, renseigner, éduquer ou rappeler aux gens les vaccins. Donc, comme je l'ai dit, on a utilisé la taxonomie de communication. Nous avons décrit les interventions d'immunisation qui en ont diverses intentions. Donc, vous les renseignez, vous les indiquez, vous les rappelez aux gens, vous voulez qu'ils se souviennent. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que la plupart des interventions qui ont été rapportées sur les diverses études étaient de fait conçues pour renseigner, informer, éduquer. Donc, ce sont des interventions de communication. Nous avons également vu qu'il y avait d'autres aspects des interventions qui ont essayé d'améliorer la- l'accès. Vous allez voir un petit peu plus sur ce sujet quand on regarde les choses plus en profondeur. Mais ce qui est important dans cette diapositive, c'est que la majeure partie des interventions étaient des interventions de communication pour informer et éduquer. Diapositive suivante. Donc, nous avons regardé ces interventions qui étaient conçues pour éduquer, informer, et nous les avons divisées en termes de stratégie utilisée. Vous pouvez voir qu'en grande partie, ces interventions de communication étaient sur la communication interpersonnelle. Donc, par exemple, soit euh, un fournisseur qui parle au client, comme on a mentionné avant, ou alors c'est basé sur une approche communautaire, hein. Mais de loin, l'approche qui est la plus souvent utilisée pour communiquer des informations, c'est l'interpersonnel. Il y a aussi des interventions qui ont considéré l'utilisation de rendez-vous qui sont prévus en avance pour rappeler aux gens leur vaccin. Diapositive suivante. Donc ici, on peut voir des exemples spécifiques de ce que je viens de mentionner. Donc, par exemple, la communication interpersonnelle qui a été rapportée dans divers pays.
Vous avez des champions de la communauté pour euh, apporter des vaccins en Tanzanie. Ça, c'est important pour la communication avec les adultes. Vous avez, par exemple, aussi des matériaux imprimés. On utilise des visuels, des flyers pendant les interventions dans la communauté. Euh, pour le téléphone, on peut penser à des innovations, s'appuyer sur les technologies. Par exemple, il y a eu des interventions qui ont utilisé le téléphone, là où les gestionnaires de cas avaient des questions sur la sûreté des vaccins et utilisaient leur téléphone. Et bien sûr, il y avait aussi les rappels par SMS qui ont été utilisés dans plusieurs pays. Diapositive suivante. Donc, juste pour mentionner également que les médias de masse ont été utilisés de façon très populaire, comme la radio, la télévision, même les réseaux sociaux. Il y a quelques exemples d'utilisation des médias pour communiquer et informer sur les vaccins. Diapositive suivante. Donc, de plus, bon, encore plus d'exemples que vous pouvez considérer plus tard. Sur les rappels, comme je l'ai dit, des choses comme prévoir des rendez-vous, envoyer des emails, envoyer des textos pour donner des informations sur comment prévoir un vaccin, utiliser la presse pour rappeler aux gens quand il faut se faire vacciner. Il y a une variété de plateformes qui peuvent être utilisées pour faire un rappel, comme on a vu dans la revue. Diapositive suivante. Pour avancer un petit peu, quand on regarde également d'autres types d'interventions, donc j'ai mis ici différentes couleurs pour que vous puissiez voir les différentes approches. Il y a des interventions, par exemple, qui étaient conçues pour permettre la communication. Ce sont celles en bleu que nous avons trouvées. Par exemple, si la langue est un problème, fournir des interprètes, c'était une façon de permettre la communication et d'encourager les gens à se faire vacciner. Un autre exemple, c'est traduction en delà des pratiques de routine. Par exemple, ça s'est fait quand les personnes avaient certains désavantages. Par exemple, les personnes aveugles qui ne peuvent pas lire. Donc, donner des documents en braille pour eux, qu'ils puissent les lire. C'est aller au-delà pour permettre la communication et encourager la vaccination. Et je voulais aussi mentionner celui en violet. Une autre approche, c'est d'améliorer la responsabilisation de la communauté. C'est pas juste d'améliorer la demande, mais c'est aussi une approche d'amélioration des services. Donc, on implique la communauté dans la conception de l'approche du vaccin, de l'approche vaccinale. On implique les leaders pour s'assurer que la stratégie mise en place est appropriée pour la communauté. Diapositive suivante. Donc, on a aussi trouvé des approches assez intéressantes au niveau des avantages. On a vu environ 7 études différentes qui fournissent de l'argent, qui font une loterie, qui donnent des cartes cadeaux ou d'autres services, juste pour que les gens viennent et reçoivent le vaccin. Donc, d'un côté, vous pouvez considérer les incentives comme des carottes, des avantages comme des carottes. Du bon côté, vous avez aussi des interventions où ça, c'était des politiques qui insistaient que si les personnes n'étaient pas vaccinées, alors ils ne pouvaient pas avoir accès, par exemple, à des restaurants, des choses comme ça. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu quelques études qui ont utilisé des tests obligatoires comme façon de forcer les gens à se faire vacciner. Donc, ils n'ont pas insisté pour que les gens se fassent vacciner, mais si vous n'étiez pas vacciné, ils demandaient ce que vous fassiez des tests toutes les 2 semaines, et ça, c'était évalué comme une intervention pour améliorer l'optique des vaccins. C'est aussi suivant.
Donc voilà, c'est de ça que je viens de parler. Donc on peut passer à la suivante. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Enfin, nous avons accédé donc les interventions les plus anciennes. Comment est-ce qu'elles fonctionnent? On a fait une évaluation qualitative des résultats. Donc, c'est pas vraiment une méta-analyse, vraiment, mais passé, on a demandé les données qui étaient rapportées et voir s'il y avait des conclusions positives ou un impact positif de l'intervention. Environ 50% de ce que l'on a regardé, on, on a trouvé des conclusions et on a vu sur tous les papiers qui ont été adoptés, sur toutes les stratégies qui ont été adoptées, on a regardé la proportion des documents qui rapportaient des conclusions positives. Voilà, c'est la diapositive que vous pouvez voir. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que les rappels, hein, c'est l'intervention qui avait la proportion la moins, là où il y avait le moins de résultats positifs. La stratégie de vaccination communautaire dans les unités de vaccination avait 80% des rapports sur études avec des résultats positifs. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut interpréter ce graphique. Diapositive suivante. Donc ce qu'on voit dans notre revue, c'est que les interventions pour améliorer l'adoption de la vaccination contre la COVID-19 incluaient l'intervention de communication, ça c'était la base, et la majorité des intentions de ces communications, c'était d'informer, d'éduquer les gens sur le vaccin, de les encourager à se souvenir soit de réserver leur vaccin ou de venir refaire leur vaccin, aussi de leur permettre de communiquer s'ils ont un problème de langue. Il y a eu aussi des interventions qui ont facilité la prise de décision des gens pour qu'ils prennent le vaccin, améliorer le soutien pratique pour eux. Une grande partie de la génération de demandes n'a pas été documentée. Il y a eu très peu d'études où il y avait juste une stratégie qui était utilisée. Donc, si il y avait une communication interpersonnelle sur les vaccins, généralement, il y avait aussi autre chose. Par exemple, un flyer ou un message texte. Donc, ces interventions ont été utilisées en combinaison. On a aussi noté que même s'il y avait plusieurs études qui étaient du côté d'améliorer la demande, beaucoup beaucoup de choses combinaient l'amélioration de la demande avec la livraison de services comme les vaccinations mobiles. Comme vous avez vu sur les diapositives suivantes, la vaccination mobile et les vaccinations au sein de la communauté ont eu l'impact le plus élevé parce que globalement, généralement, c'était combiné avec une demande et une livraison aussi d'intervention. Et ensuite, il y a eu quelques programmes qui a fait des améliorations programmatiques en enlevant des barrières pratiques à l'accès aux services pour les personnes vulnérables. Diapositive suivante. Une autre chose qu'on a notée, c'est que les interventions de communication pour informer, éduquer ou rappeler, euh, pour faire des rappels, c'était les interventions les plus souvent rapportées. Et souvent, la communication interpersonnelle était utilisée comme façon de communiquer. Donc, une conversation entre médecins, infirmières, discussion dans la communauté, des champions de la communauté. Donc ça, ce sont les bases pour informer euh, les gens des vaccinations et les encourager à se vacciner. Mais alors que les interventions interpersonnelles étaient les plus communes, c'était aussi les moins efficaces. Quand vous regardez les interventions de communication interpersonnelle, vous voyez que les études qui ont apporté des conclusions positives, les proportions étaient bien moindres par rapport aux études qui incluaient donc la composante de livraison de services et qui
qui améliorait l'accès en allant dans les communautés. Donc, on a vu que les interventions qui incluaient la responsabilisation de la communauté avaient souvent, et d'améliorer l'accès au vaccin, avaient souvent de meilleurs résultats, des résultats plus positifs. Donc, quand on regarde les activités pour les adultes, on voit que les plateformes de vaccination pour les adultes ne sont pas bien établies dans beaucoup de pays, en particulier en Afrique. La Covid, c'est plus ou moins le premier vaccin qui vise vraiment les adultes que nous avons. Donc, il faut une combinaison niveau demande et aussi niveau approvisionnement. En particulier, si on regarde les adultes plus âgés, s'assurer d'enlever les barrières à l'accès, par exemple dans les communautés, également faire des interventions à un composant important des stratégies de l'immunisation. Diapositive suivante. Donc, en conclusion, les revues que nous avons regardées, ça nous mène à penser que les interventions pour améliorer l'adoption des vaccins devraient adopter une vue exhaustive, qui n'adresse pas seulement la perception des gens, leur motivation, la, la façon de penser au comportement. Ça, c'est important, oui, mais on doit aussi adresser les barrières pratiques qui limitent l'accès des gens au vaccin. Merci beaucoup. Et je crois que c'était ma dernière diapositive que je vois. Oui, juste pour après, merci à l'OMS d'avoir financé ce travail et facilité euh, sa mise en œuvre. Et merci à mes collègues, Livac, Duke et DSL pour leur partenariat. Merci beaucoup. Merci, docteur. Nous avons appris beaucoup de choses. Et si je peux résumer en 2 mots, c'est combinaison de stratégies, engagement de la communauté et des conclusions basées sur des preuves hein, depuis décembre à aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Je voudrais encourager les participants à poser toutes les questions dans la boîte questions et réponses. Maintenant, nous allons parler à Dr. Tanko Nassar Mohamed, député manager du programme de l'EPI. J'ai cru comprendre qu'il était prêt, qu'il a eu quelques problèmes de connectivité, mais pour l'instant, ça a l'air d'avoir été réglé. Donc, c'est à vous, docteur Tanko. Oui, merci beaucoup, Alba. Et bonjour à tout le monde pour cet appel. Désolée pour le délai, je suis à nouveau en ligne. Et je suis ravie d'avoir cette opportunité de partager mes expériences sur l'immunisation des adultes au Ghana. Donc, maintenant, sans vouloir prendre trop de temps, je vais passer à la diapositive. D'accord, donc nous allons partager euh, nos leçons, les leçons apprises au niveau de l'immunisation des adultes au Ghana et la planification de l'administration des vaccins et donner une vue d'ensemble du programme d'immunisation du Ghana, en particulier pour les femmes enceintes et contre les maladies évitables. Donc, c'est un programme qui est offert gratuitement, décentralisé au niveau de la communauté. Le programme d'immunisation, un peu d'histoire sur le programme. Nous avons lancé le programme d'immunisation en, en 1974. Nous avons 14 vaccins contre des maladies évitables. Et un des vaccins, nous en utilisons 11, et un de ces vaccins
C'est pour les femmes enceintes, en particulier contre la diphtérie. C'est un vaccin que nous utilisons pour cibler la population adulte. Le reste, c'est principalement des enfants. Les autres, c'est le vaccin contre la COVID-19. Donc, nous voulons partager nos leçons et nos expériences. La stratégie principale que nous avons utilisée pour administrer ces vaccins, c'était d'avoir des équipes mobiles. La population adulte, nous avons essayé de moment ciblé la fièvre jaune, la méningite, qui arrive parfois dans la population adulte, comme la rougeole également, et des vaccins de routine. Donc, nous avons le tétanos. Diapositive suivante, s'il vous plaît. En zoomant, quand on parle de la vaccination contre la COVID-19, le Ghana a initié sa vaccination contre la COVID sous la forme d'une campagne le 1er mars 2021. C'est devenu le premier pays à recevoir les vaccins par l'installation COVAX. 1000 doses que le pays a, plusieurs milliers de doses qui ont été reçues par le pays. Nous avons dû déployer ces vaccins de façon faisable. Nous avons visé les enfants, les jeunes adultes de 18 ans et plus, les nationales directives sur les nationales directives. Et nous avons amélioré les installations. Et ensuite, nous avons inclus les personnes de plus de 15 ans et les femmes enceintes. Depuis septembre 2024, nous avons réussi à atteindre environ 56,6% de la population totale qui sont complètement vaccinés avec la série primaire et environ 71% qui ont reçu au moins une dose du vaccin. Nous utilisons des stratégies différentes pour atteindre ces populations. En particulier, au début, avec la limitation du vaccin, nous avons dû cibler des groupes qui étaient dans les lignes directives, comme par exemple les travailleurs de la santé, les gens de plus de 60 ans, les personnes qui souffrent de problèmes médicaux. Et quand ils ont vu que les conditions sont améliorées pour eux, alors le public général est monté à bord. Et pour l'instant, on voit que l'adoption du vaccin a été très encourageante. Utiliser différentes approches, différentes stratégies pour la population. Donc, nous avons utilisé beaucoup d'outils pour ce vaccin, pour nous aider à informer la microplanification du vaccin, en particulier chez les populations adultes. Nous avons appris quelques leçons importantes. Nous avons que le pays, pour l'instant, se prépare pour introduire le vaccin contre le papillomavirus qui vise les jeunes femmes, les jeunes filles de 9 à 14 ans. Traditionnellement, ce n'est pas un groupe ciblé par les immunisations de routine, les calendriers d'immunisation de routine. Donc, avec ces leçons, nous savons que ça va nous aider à améliorer, à mieux atteindre cette cible. Donc, avec, euh, avec cela, nous avons amélioré l'efficacité de l'administration des vaccins et l'idée de la micro-planification. Nous avons gardé la densité de la population. Nous avons vu là où les barrières physiques étaient. Nous avons regardé où étaient les installations de santé, voir s'il y avait des trucs qui n'étaient pas... nous avons pu décider enfin où étaient les vaccins et améliorer l'accès afin que l'accès ne devienne pas vraiment
un problème dans l'administration des vaccins. Donc, avec le soutien de Chai, nous avons pu obtenir des données sur la couverture vaccinale. Nous avons utilisé cette micro-planification pour améliorer nos efforts. Donc, oui, nous avons des questions qui arrivent, oui. Nous allons utiliser plusieurs critères pour étudier la couverture vaccinale chez la population adulte. Nous avons utilisé divers critères nous avons identifié ainsi quatre régions et dans chacune de ces régions, nous avons pu développer notre micro-planification pour l'administration des vaccins. Donc, quelles sont les leçons que nous pouvons partager avec les collègues? La diapositive suivante. Donc, voilà certains des résultats que nous avons vus dans certains de nos bureaux grâce au soutien que nous avons reçu de Chai. Donc, la première carte que vous voyez là montre la couverture des campagnes précédentes. Et ensuite, nous avons renseigné le développement de notre micro-planification, vu où les efforts doivent être concentrés pour s'assurer pour voir que pour s'assurer que les sous-districts qui avaient une faible couverture pouvaient être amenés au même niveau que les autres. Ensuite, nous avons développé des équipes spéciales pour pouvoir cibler ces populations particulières en utilisant des outils de géolocalisation. Au Ghana, il y a des populations très fluides qui bougent d'un point à l'autre, en particulier les populations nomades. Alors, l'utilisation de cette géolocalisation, ça permet de faire progresser les efforts de vaccination et ensuite ces populations migrantes qui n'arrêtent pas de changer, nous pouvons les traiter en temps réel. On a utilisé d'autres outils pour voir quels équipements étaient disponibles dans quel district et ensuite en faire une cartographie pour voir en termes de distribution de vaccins quand nous allons nous assurer de pouvoir atteindre ces transporteurs vers diverses installations. Au Ghana, on utilise des technologies diverses. On sait qu'il y a des défis. On appelle en avance comme ça. Une diapositive suivante. Donc là, on peut voir certains autres résultats. Donc, vous pouvez voir maintenant la cartographie et les outils de cartographie qui ont été utilisés pour améliorer les campagnes de vaccination. Diapositive suivante, oui. Alors, les leçons. Les leçons qui ont aidé à améliorer le ciblage de la population grâce, par exemple, au système de géolocalisation. On a pu pré-identifier, avant la campagne, on a pu pré-identifier là où il y avait les stratégies d'administration de vaccins. On a pu les planifier en avance, cibler les groupes d'intérêt. Et nous avons vu également l'allocation de ressources, améliorer l'allocation de ressources. Nous avions des ressources limitées et on, en- on savait que beaucoup de nos installations n'avaient pas forcément le bon équipement. Et grâce à ces outils d'amélioration, on a pu
identifié là où il y avait des besoins, là où il y avait des lacunes à combler. Et pendant la campagne, on savait là où on devait bouger d'un point à l'autre pour s'assurer qu'on pouvait améliorer la dissémination des vaccins. Et enfin, on a pu homogénéiser la planification des campagnes en temps réel et d'avoir des retours en temps réel. Donc, en gardant ça à l'esprit, pendant les campagnes, les équipes étaient là pour nous aider à monitorer l'administration des vaccins, voir là où nous pouvions aller, euh, quelle zone géographique de façon appropriée. On a amélioré la collaboration et la coordination avec, grâce à cette cartographie. On pouvait savoir où, dans quel domaine aller, quelle communauté, quelle population, et nous avons pu les atteindre ainsi. Et enfin, l'intégration pour nous aider à améliorer la responsabilisation et la collecte de données. Donc, nous avons pu voir s'il y avait des choses qui ne marchaient pas sur le terrain et prendre des mesures pour s'assurer que les choses fonctionnent de la façon dont elles devaient fonctionner. Ça nous a aussi aidé à améliorer la collaboration et la coordination. Ça nous a permis de faciliter la collaboration avec les partenaires, d'homogénéiser les instituts et la collaboration. Et quand il y avait des campagnes, on a pu, euh, on a pu progresser en utilisant les informations qu'on obtenait pour améliorer les campagnes suivantes. Et nous avons pu également étudier le succès des campagnes parce qu'on les voit en temps réel et on peut voir après la campagne également, on peut faire des réunions et on peut partager euh, avec les parties prenantes, voir où nous en sommes arrivés. Et ensuite, on peut améliorer la planification suivante. En termes de durabilité, c'est très prometteur parce que les outils qu'on utilise généralement, ce sont des outils gratuits qu'on peut obtenir en ligne. On a des partenaires qui sont impliqués. Ils ont montré qu'ils étaient prêts à nous soutenir et à nous aider à améliorer l'adoption des vaccins. Et en termes d'immunisation de routine, on veut s'assurer que on veut s'assurer que de vérifier les choses en temps réel pendant les campagnes et quand on va dans les districts, ensuite, pour les émissions de routine, on voit des éléments, on voit l'utilisation de ces outils numériques, on voit ça dans la communauté, on voit ça pour mieux atteindre les populations ciblées. Et oui, on a besoin de financement pour pouvoir établir ça à grande échelle. On veut atteindre toutes les régions, tous les districts. Ça veut dire qu'en tant que pays, on peut, euh, on peut planifier ça au niveau de l'État. Donc, on est ouvert à la collaboration avec des partenaires pour s'assurer de pouvoir assurer la durabilité de ça et qu'on puisse également faire ça à plus grande échelle. Merci beaucoup donc, de m'avoir donné l'opportunité de partager avec votre audience aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, docteur. Et ce que vous avez dit justement sur la durabilité, sur l'échelle, c'est effectivement très important. C'était une innovation d'un peu de la période Covid où il y a eu une pandémie. Ensuite, ça a été durable avec la vaccination contre la Covid. Maintenant, il faut pouvoir réussir à appliquer ça pour les programmes de vaccination de routine pour les adultes. Nous n'avons maintenant plus que 7 minutes et nous allons faire des questions et réponses.
Donc, Christophe Soyen attend patiemment et a levé la main depuis un moment. Et donc, je voudrais l'inviter à me poser sa question. Est-ce que vous entendez? Vous pouvez enlever votre bouton de mute et vous pouvez parler si vous voulez. Il y a un problème avec votre son. Est-ce que vous êtes là? Ah, peut-être que c'est pas une vraie main levée. Je veux dire, si quelqu'un veut faire un commentaire, une question, veuillez lever votre main. Merci aux présentateurs qui ont déjà répondu à beaucoup de questions. Si les questions ont été posées dans étaient posées dans une autre langue, je voudrais mettre en valeur une ou deux questions. Par exemple, quand on a demandé au docteur Gabriela Albert en termes de clarification si les vaccins pour adultes étaient obligatoires, il y avait une question d'un collègue du Mali. Et je crois qu'il y avait une question pour docteur Emmanuel qui posait la question. Il demandait comment la vaccination pour adultes est fournie. Est-ce que c'est en même moment pour les adultes et les enfants? Donc, à vous, docteur Gabriela. Oui, les vaccinations dans le calendrier sont obligatoires et nous avons des vaccins, par exemple, certains groupes qui sont disponibles mais qui ne sont pas obligatoires. C'est selon les âges. C'est la différence en Argentine. Donc, par exemple, quand un vaccin est dans les vaccinations générales, dans le calendrier, là, ça devient gratuit et obligatoire pour tout le monde. La deuxième question, si c'est de se dérouler au même endroit, oui. Le même endroit où les enfants, les adultes, les adolescents se font vacciner. Bien sûr, pour certains groupes, il y a des stratégies différentes. Par exemple, chez les enfants, les adolescents, il y a des vaccins à l'école aussi. Et la plupart des vaccins, tous les vaccins sont disponibles dans les centres de santé, le même endroit pour tout le monde. Une question supplémentaire, désolée. Donc, par exemple, pour les femmes enceintes, quand les femmes enceintes vont à une visite de suivi, donc, si la femme enceinte va, par exemple, à côté et on lui donne le vaccin, ou est-ce que c'est la sage-femme qui lui donne le vaccin? Comment ça se passe? La, la, la santé en Argentine se divise en trois sous-secteurs, hein. Donc, le système privé, la sécurité sociale, le système de la santé qui travaillent différemment. Généralement, dans le système public, nous avons les vaccins, un calendrier de vaccination. C'est les vaccins qui sont donnés par l'État, qui essayent de se coordonner pour s'assurer que les centres de vaccination sont près de là où les femmes vont chez le médecin, donc pour que ce soit disponible. Et par contre, dans le système privé, alors c'est le médecin qui envoie dans les centres publics ou privés de vaccins pour se faire vacciner. Mais c'est pas organisé pareil partout. Merci beaucoup pour ces clarifications et d'avoir adressé ces questions qui sont spécifiquement adressées, dans le chat. S'il y a une main levée, je ne vois pas de main levée, mais je vois des questions. C'était, c'était sur les communications attachées à la COVID-19. Comment est-ce qu'on peut utiliser des stratégies de communication pour aller contre les fausses informations? Est-ce que vous avez des données
sur cela, comment ça a marché pour la COVID ou pour d'autres vaccins, comment ça peut marcher? Oui, merci beaucoup pour cette question. Je pense que qu'une chose à savoir, par exemple, diverses communautés sont différentes et c'est généralement bien de comprendre les particularités, les bases, les rumeurs sur lesquelles ces fausses informations sont basées dans la communauté. Deuxièmement, deuxièmement, il y a différentes communautés avec différentes personnes à qui elles font confiance. Dans beaucoup de pays en Afrique, par exemple, euh, les gens à qui ils font confiance, c'est souvent des leaders religieux ou des leaders dans la communauté. Donc, si vous travaillez avec des leaders religieux, des leaders de la communauté et que vous leur faites comprendre, alors ça peut devenir des champions des vaccins. Donc, il y a il y a eu une étude en Tanzanie justement qui disait des champions de la communauté pour parler des vaccins et parler de la désinformation, des fausses informations sur les vaccins. Et cette étude a décrit des visites à la maison, des visites de foyer en foyer pour vacciner les gens. Et la façon dont ce message est présenté est aussi très important. Par exemple, nous avons dû montrer de différentes façons dans d'autres pays. Par exemple, on a pu présenter un message en adressant l'ego. Un autre message, ça adressait les normes sociétales. Et ce qui a été découvert, c'était que les messages qui étaient sur les normes sociales, qui étaient concentrés sur la pression des pairs, ça marchait mieux chez les jeunes personnes. Il n'y a pas vraiment, le point important, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne réponse qui marche pour toutes les communautés. On doit comprendre cette communauté, on doit personnaliser les approches que nous utilisons pour adresser les rumeurs pour chaque communauté. Merci. Merci beaucoup. Et sur ce, nous en sommes à la fin de notre webinaire. Ce qui va se passer maintenant, c'est que Daniela va à présent partager dans le chat le lien pour les diapositives. Si vous n'êtes pas encore enregistré sur TechNet, c'est un site qui est géré par l'OMS en collaboration avec divers partenaires. C'est un réseau d'immunisation de personnes qui travaillent euh, sur l'immunisation. S'il y a plus de 6 000 membres, et c'est une façon de faciliter, de partager des informations sur divers sujets, par exemple là, sur l'immunisation des adultes. Donc, on vous encourage vraiment à vous inscrire. Nous sommes vraiment ravis que nous ayez tous rejoints aujourd'hui. Notre prochain webinaire va être d'ici 2 mois en 2025 et nous avons hâte de continuer cette conversation sur la façon de renforcer les programmes d'immunisation, y compris les vaccins qui visent les adultes. Donc, nous allons partager les diapositives et les liens pour que vous puissiez rejoindre notre communauté de pratique. Je vous remercie beaucoup et passez une bonne journée. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. Merci.